Alors, la question n'est pas de moi, en fait. Hein. La question est des organisatrices. Et j'ai trouvé la question à la fois intéressante et bizarre. Intéressante parce que c'est très étrange dans ces histoires de violence conjugale. On a le sentiment que tout le monde s'intéresse pour l'essentiel aux victimes. Or, la question des auteurs, en fait, elle est centrale quand on analyse des violences. Si on s'intéresse aux violences terroristes, tout le monde s'intéresse aux auteurs. Si on parle de violences criminelles, tout le monde s'intéresse aux auteurs, en disant mais qui sont ces gens qui font ce genre de pratiques. Et quand on parle de violences conjugales, de violences entre partenaires intimes, la plupart du temps, tout le monde s'intéresse aux victimes. Alors très légitimement, évidemment, mais c'est très étrange qu'il y ait ce décalage entre ce type de violence et au fond une interrogation sur les auteurs qui est, y compris du point de vue des recherches, constitue un angle mort. Et donc du fait qu'on s'intéresse aux auteurs dans la question, ça m'a semblé extrêmement intéressant, d'autant plus que personnellement je m'y intéresse. Mais la question m'a semblé bizarre aussi parce que de la manière dont elle est formulée, elle semble dire ceci, c'est que ok, on est d'accord que quand même, majoritairement, c'est des hommes, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas aussi des femmes qui seraient aussi des auteurs? Vous voyez, comme si il fallait dispenser, d'une certaine manière, une interrogation sur la centralité de la masculinité dans ces affaires. Donc c'est la raison pour laquelle je vais présenter ce qui suit, en donnant une réponse immédiate. C'est pas compliqué la réponse, hein. C'est que c'est une pratique sociale massivement masculine, hein. Mais effectivement, il n'y a pas que des hommes qui sont auteurs. Hein, mais le plus important, c'est de ne pas évacuer la question de la masculinité. On aura l'occasion d'y revenir. Donc si on prend les chiffres, alors c'est les chiffres du ministère des droits des femmes, hein, 2017, qui sont les auteurs de violences conjugales ou de violences entre partenaires intimes. Voilà. C'est des hommes à 96% et à 4%, c'est des femmes, dont on sait que 70% de ces 4% sont aussi des victimes du conjoint, c'est ce qu'on appelle des violences défensives. Qui sont les victimes connues? Donc là, on est plutôt sur des enquêtes déclaratives. Donc, à 88%, c'est des femmes. Ça fait 112 000. Et puis, sur les dont 130 personnes tuées, c'est-à-dire qu'au fond, les femmes constituent 86% des victimes des meurtres. Et les hommes, comme victimes, ils sont 12% et seulement 14% des meurtres sur conjoint. Donc, juste pour illustrer exactement le titre du chapeau, c'est une pratique massivement masculine. Et ça, on ne pourra pas y échapper. Mais les hommes n'ont pas effectivement l'exclusivité de cette pratique. Et si on s'intéresse aux orientations, disons, au fait que sur du déclaratif, en termes de prévalence, si on prend le déclaratif annuel, c'est-à-dire au fond tout couple confondu, donc au fond tout type d'orientation sexuelle confondue, sachant que majoritairement c'est des couples hétérosexuels, on a 1% des femmes, et si on s'intéresse aux personnes qui sont en couple de même sexe, on a le même type de prévalence. Donc ce qui apporte encore une dimension, c'est que oui, c'est massivement des hommes, mais il y a aussi des femmes dans les couples hétérosexuels qui sont autrices, et il y a aussi des femmes dans des couples de lesbiennes qui sont autrices. Donc, pour illustrer le fait que, marginalement, ce n'est pas exclusif. Donc, alors j'avais un petit truc sur comment est-ce qu'on appelle ça, des violences conjugales, des violences domestiques, etc., féminicide, mais je passe parce que ce n'est pas le plus important. Alors, comment expliquer? Donc, on doit expliquer deux choses, en fait. D'abord, pourquoi c'est massivement une pratique masculine, et pourquoi se fait-il qu'il y ait effectivement des conduites féminines qui aboutissent au même type de résultats. Alors, on peut dire que, d'une part, il faut partir de l'idée que les relations intimes, ou conjugales, comme on voudra, normales, sont potentiellement conflictuelles. Il faut partir de ça, en fait. C'est-à-dire que la relation conjugale, la relation interpersonnelle, la relation sexuelle, la relation sentimentale, en fait, c'est compliqué. C'est potentiellement conflictuel. Et donc, c'est complètement normal que les gens se disputent. Donc, de ce point de vue-là, la dispute, c'est une modalité normale de relation conjugale. Alors, ce qui n'est pas normal, évidemment, c'est le passage à la violence. Donc, c'est ça que là, c'est à ce moment-là que la question se pose. Et de ce point de vue-là, tous les travaux, les observations montrent que dans la dynamique de la dispute, c'est-à-dire la colère, le pétage de plomb, tout ce qu'on voudra, etc.,
Et là, la notion d'agressivité physique, de décharge physique, de conduite violente, etc., au fond, elle est assez partagée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de penser que les femmes ne sont pas capables de violence en situation de colère conjugale. Voilà, c'est ça l'idée. Il n'y a aucune raison d'évacuer ça. Et puis, il y a une deuxième mode de violence au sein du couple qui est tout à fait différent, c'est l'emprise, on vient d'en parler, et donc ça c'est une violence plutôt typiquement masculine, c'est-à-dire la construction d'un dispositif de mise en dépendance, et qui explique en partie, mais à 70%, les violences féminines sont des formes de résistance à ce type d'emprise, c'est-à-dire qu'au fond des femmes qui ne savent plus comment s'en sortir pour échapper à cette emprise. Donc on voit là que c'est massivement des problématiques masculines. Et alors, ce sur quoi je voudrais insister, en fait, c'est que les causes de cette conflictualité, que ce soit la dispute ou l'emprise, c'est des causes qui sont genrées, c'est-à-dire qui sont relatives à la définition de ce que sont les masculinités et les féminités et les transformations, en fait, qu'on observe sur les relations précisément entre masculinité et féminité, et en particulier les transformations qu'on observe sur les questions de masculinité. D'où le titre, c'est quoi le problème des garçons? C'est-à-dire que c'est bien ça le problème qui se pose. Et on a vu qu'il y a des rapports qui sortent en ce moment sur le harcèlement dans les collèges. C'est partagé autant par les filles que par les garçons, mais plutôt par les garçons, et notamment vis-à-vis des filles ou vis-à-vis des garçons dont on considère qu'ils ne sont pas assez garçons. Donc on a un vrai problème sur les garçons. Qu'on peut comprendre, en fait, on sait grosso modo ce qui se passe. Si on part de la conjugalité, en fait, grosso modo, on est passé d'un modèle d'asymétrie patriarcale, c'est-à-dire qu'au fond, il était normal et légitime qu'il y ait des hiérarchies de genre et qu'il y ait des statuts et des rôles sociaux tels que les choses soient inégales, à une égalisation sociale, domestique, parentale et subjective, qui est devenue aujourd'hui la norme. Donc c'est ça, on est dans ce moment historique de transformation, où on part d'un modèle, disons, hiérarchisé, légitimement hiérarchisé, et ensuite un modèle légitimement égalitaire. Le problème, c'est qu'en fait, ce n'est pas complètement réalisé, cette affaire. Donc ça se traduit, de fait, par des inégalités qui continuent de se reproduire, de se développer, notamment sur l'inégalité du partage des tâches domestiques, et au-delà des tâches domestiques elles-mêmes, de ce qu'on appelle la charge mentale des femmes. Donc il y a une asymétrie, en fait, dans le fonctionnement conjugal, et d'autant plus lorsqu'il est familial. Dès qu'il y a des enfants, cette asymétrie s'accroît d'autant plus. Donc vous voyez bien la mise sous tension entre un principe égalitaire de conjugalité et de parentalité, et en réalité une asymétrie totale qui continue de se déployer. Deuxième type de mise sous tension de cette affaire, c'est que bien qu'on ait cet idéal égalitaire, etc., en fait, on continue de ne pas élever les filles et les garçons de la même manière. Grosso modo, les filles, elles sont construites à travers des attentes qu'on pourrait résumer en termes d'altruisme obligatoire, c'est-à-dire qu'elles sont définies par la relation qu'elles ont aux autres, par le regard porté sur elles, blablabla. Et pour les garçons, c'est tout le contraire, ils sont définis par des attentes où on va valoriser ce qu'on pourrait appeler un égocentrisme légitime, on attend d'eux qu'ils aient des actions, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils fassent des trucs, etc. Et ce qui va avoir pour contrepartie, au fond, on le verra, une moindre sensibilité et des moindres compétences relationnelles et communicationnelles qui peuvent être des facteurs de passage à l'acte violent. Donc tout ça pour dire qu'au fond, il y a une dimension profondément genrée des disputes et du passage à la violence, évidemment dans le cadre de l'emprise, qu'on peut, si on s'intéresse aux questions de masculinité, au fond, être lié au fait que du fait de cette injonction égalitariste et de cette contradiction sociale qui fait que les rôles continuent d'être inégalement distribués, au fond, le problème, c'est qu'on va se trouver avec des garçons qui vivent le déclin des privilèges masculins, on ne peut plus continuer à faire le malin comme on pouvait le faire, qui va conduire à des flottements de rôles et des injonctions contradictoires venant de l'entourage, mais éventuellement de l'autre conjoint, parce qu'il y a des attentes de stéréotypes qui peuvent être symétriques. Ce que je disais tout à l'heure, au fond, les manières de socialiser les garçons conduisent à un handicap émotionnel et communicationnel qui fait que dans des situations de stress, dans des situations d'échec, dans des situations de frustration, en fait, ils vont avoir beaucoup moins de ressources mobilisables pour y faire face. Et donc qui peut les conduire à ce que dans la littérature psychologique on appelle des burn-out de genre ou des male gender role stress, c'est-à-dire au fond l'incapacité à un moment donné de pouvoir continuer à se définir, de sentir que la mise en question, l'épreuve conjugale en train de se passer est une atteinte grave à l'idée, le type d'identité, l'idée que les gens se font d'eux-mêmes.
Et il y a de la même manière une dimension genrée de l'emprise, et en particulier qui va s'exprimer à travers les violences post-séparation, qui sont parmi souvent les plus brutales. C'est-à-dire que c'est pour ça que la question de la plainte, elle est super compliquée, parce qu'une des raisons pour lesquelles les femmes ne portent pas plainte, parce qu'elles savent que la plainte peut être un facteur d'aggravation, y compris mortel, des violences contre elles. Donc en fait, ça peut refroidir, quoi. Et donc ça veut dire que... Non, mais ça veut dire que si... Oui, mais je veux dire, la sous-déclaration de la plainte, c'est parce que les filles ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est que, précisément, le système de l'emprise, il est fait pour ça. Il est fait pour dissuader de poser une plainte. Et donc, si tous ceux qui sont amenés à avoir connaissance de cette plainte ne prennent pas en compte le danger, l'augmentation du danger dès lors qu'il y a une dépôt de plainte, ça risque d'être encore plus compliqué. Donc, il y a une dimension genrée de l'emprise. Pour deux raisons. La première, c'est que l'emprise domestique, au fond, l'emprise, c'est un dispositif de maintien domestique, c'est-à-dire dans ce petit périmètre où on peut continuer à être le roi, des privilèges de la masculinité, lorsque partout ailleurs dans la société, ils semblent remis en cause, et notamment lorsqu'il y a une situation de vulnérabilité sociale, notamment des femmes, parce qu'elles ont dû s'arrêter de travailler pour s'occuper des enfants, hein, ça fait partie de ça aussi, et donc du coup, elles ont moins d'autonomie financière et professionnelle, et donc du coup, ça construit des asymétries. Et c'est aussi une solution au narcissisme blessé, de masculinité qui peuvent être vulnérabilisées. On parlait tout à l'heure des milieux sociaux. Si vous êtes un cadre, disons 45 ans, 50 ans, vous avez été un boss toute la vie, et puis vous êtes licencié ou etc., ça vous fait un pétonarcissisme. Et ce pétonarcissisme, en fait, il peut trouver au fond des compensations dans la construction d'une relation pathologique d'emprise sur ceux qui sont sous votre contrôle, qui va permettre de compenser le fait qu'effectivement votre masculinité, les idéaux de masculinité, qui sont celles d'entrepreneur, d'action, de réussite dans l'action, au fond, sont par ailleurs extrêmement vulnérabilisés. Donc la question qui se pose, si on travaille dans ce cadre-là, c'est-à-dire que si on prend au sérieux ces dimensions genrées de l'affaire, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme manière de prise en charge ou de prévention? Alors ce qu'on sait, c'est que quand on interroge les auteurs de violences, voilà, il y a un premier type de déni classique, au fond, c'est que ce n'est pas de la vraie violence, et eux, ils ne sont pas des vrais criminels, parce qu'ils se comparent avec ceux qui sont engagés dans des violences criminelles intentionnelles, on va dire, des violences qui ont pour objectif ceci ou cela, tandis qu'eux, ils vont l'inscrire dans, au fond, un espèce d'ordinaire de la vie, ils sont des personnes ordinaires, etc., et il leur est arrivé peut-être, oui, de déraper à un moment donné, mais au fond, ils ne considèrent pas hein, qu'ils sont des criminels ou qu'ils sont des auteurs de vraies violences. Et puis surtout, ils ont une capacité très importante à retourner l'argument et à dire qu'en fait, les victimes, c'est eux. Ils sont victimes de leurs femmes, qui n'arrêtent pas de leur faire des reproches, qui n'arrêtent pas de les harceler, qui n'arrêtent pas de... etc. Ils sont victimes des femmes dans l'appareil judiciaire. Hein, toutes les femmes tous les juges sont des femmes, c'est bien connu, etc. etc. Ils sont victimes des femmes en général et, en dernier recours, victimes du féminisme, au fond, qui est une manière d'expliciter ce que j'appelais tout à l'heure la perte des privilèges de masculinité, en tout cas le sentiment de menace qu'on pourrait avoir sur ces privilèges de la masculinité. De ce point de vue-là, ce qu'on peut lire dans la littérature sur des dispositifs prometteurs, en fait, c'est tous les dispositifs qui mettent en place des groupes de parole. Des groupes de parole où vont se dire précisément ce vécu de la crise de la masculinité, alors qu'il y a un statut théorique compliqué, parce que dire crise de la masculinité, ça supposerait que, en fait, enfin, c'est vieux au fond comme l'antique, hein, puisque déjà, au moment... dans l'Antiquité grecque, on se plaignait de la perte du virilisme et de la masculinité, etc. Donc c'est très ancien, et souvent ça peut être défini comme étant une ruse du patriarcat pour faire croire que les hommes, ces pauvres chéris, sont vulnérables, etc. Sauf que là, ce que nous vivons dans ce passage à l'égalisation des conditions et au fait qu'on continue de socialiser les garçons de manière inappropriée à ces relations inégalitaires, ça peut conduire véritablement à des stress ou à des burn-out de ce type-là. Donc le fait de le dire, ça peut être intéressant. L'objectivation, ça a été montré tout à l'heure, du cycle de violence, ça leur fait prendre conscience en fait que ce qu'ils pensent être une relation complètement particulière, singulière, en fait, c'est complètement objectivable, c'est documenté, et ils ne sont pas les seuls à s'inscrire dans ce type de choses. Et surtout, ça peut conduire à des formes de réflexivité critique sur, ce que je viens de dire, les transformations des rapports de genre, transformation des masculinités, transformation des féminités, des conjugalités et des parentalité, et surtout, ça peut permettre d'offrir des ressources culturelles et psychiques de définition de masculinité non violente, de définition, d'expression
de sa définition identitaire comme homme, je sais pas quoi, de manière non violente, non agressive, non dominatrice, ce qui est assez rare en fait dans l'environnement culturel, où au contraire on continue de valoriser des masculinités qui sont entreprenantes, qui sont fortes, qui sont voilà. Et j'en termine là. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour ce point de vue sociologique éclairant. Mes chers collègues, avons-nous des questions éventuellement à poser? J'en ai une, Eric, si tu le permets. Tu as évoqué une société qui produit encore des normes assez inégalitaires dans la façon voilà, de la représentation des femmes, des hommes, dans la façon d'élever les filles et les garçons. Donc finalement, cette société qui est lourde de normes inégalitaires, elle est un peu co-responsable de la violence sexiste qui est prise dans une sorte de continuum. Hein, quand on tolère les violences sexistes à l'école, ben, tout ça, ça va jusqu'au féminicide. On en parle beaucoup, des violences conjugales, on en parle énormément. Il y a beaucoup de groupes de parole, il y a beaucoup de mesures, il y a beaucoup de dispositifs. Il y a un Grenelle avec des dispositions qui vont arriver à la fin du mois. Et puis, il y a la réalité avec des chiffres. Est-ce que, sociologiquement, enfin, est-ce qu'on a des raisons d'espérer que ça change, que ces normes inégalitaires que fabrique la société vont changer et qu'on va avoir d'autres types de comportements? Deux réponses. La première, c'est en train de changer. Ça fait 150 ans que ça change, en fait. Oui, donc, non, mais c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que le rapport, la condition féminine aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce que c'était il y a encore 150 ans. On est en plus sur une tendance d'égalisation des conditions qui est de plus en plus importante. Alors, c'est vrai que plus l'égalisation des conditions va loin et plus les discriminations sont insupportables. Donc, il faut voir que l'ultra-sensibilité que nous avons à faire à ça est liée à l'égalisation des conditions. Et notamment à l'alignement complet en termes d'égalité des droits, etc. Donc au fond, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'extrême difficulté à résoudre, enfin c'est notre problème en fait, c'est ça qu'on doit résoudre, c'est la contradiction qu'il y a entre le fait que nous partageons tous une idée de légitime égalité des genres, mais nous continuons collectivement, y compris de manière anodine, c'est-à-dire au fond, l'élevage des filles et des garçons, c'est pas les mêmes, mais on pense pas que ça porte à conséquence. En tout cas, c'est très différencié et c'est asymétrique. Eh bien, c'est l'ensemble. Collectivement, nous continuons de fabriquer des inégalités, des asymétries, des stéréotypes, etc. Et lorsque ça se passe mal, c'est comme ça que c'est là que voilà. Donc l'idée, c'est nous avons ce problème collectif à résoudre, et c'est la raison pour laquelle ne pas poser la question des auteurs, ne pas poser la question des masculinités, comme la plupart du temps c'est fait, eh bien, ça contribue précisément à retarder le moment où on pourrait penser que les choses pourraient aller mieux. Merci beaucoup de votre intervention qui nous donne à penser ce qu'on met en jeu plus ou moins consciemment. Par rapport à la question de l'égalité entre l'homme et les femmes et des modèles culturels différents, inégaux, je crois qu'il y aura quand même, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le mythe de dire qu'il y aura une égalité culturelle et éducationnelle entre les hommes et les femmes, il y aura toujours des différences. Enfin, on n'est quand même pas égaux morphologiquement, hormonalement, et donc qu'est-ce que vous pensez de ce... Oui, mais là, il y a un malentendu absolu. La question de l'égalité n'a rien à voir avec la question de la différence. Mais c'est bien que vous puissiez clarifier. Non, mais rien à voir. Tous les gens sont différents. Donc ce n'est pas la question de la différence qui détermine la question de l'égalité. Encore une fois, que les gens soient égaux ne suppose pas qu'ils soient les mêmes. Ça n'a rien à voir. Donc le plan de la différence et le plan de l'égalité sont strictement distincts. Donc tant qu'on les mélangera, on ne pourra pas avancer en réalité sur cette question-là. Bien, quelques réactions là sur Une remarque juste, mon maître Bernard Antoniol disait toujours « Oh, les femmes qui battent leurs hommes, c'est les psychotiques ». Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, c'est une réflexion masculiniste. Tu cherches un peu des réactions là, masculiniste. Christophe, je crois. Hein, mais... Non, c'est une réflexion masculiniste, typiquement. Les femmes qui battent... Alors, il faudrait s'intéresser plus avant sur, justement, ces femmes qui sont capables de violence. Alors, si on exclut, disons, les 70% des autrices de violence qui sont celles qui le font en réponse à des violences elles-mêmes reçues, encore une fois, dans la dynamique de la dispute, on a assez peu de cas d'emprise féminine sur des hommes. Et si c'est le cas, et quand c'est le cas, souvent c'est parce qu'il y a un partage de stéréotypes, c'est-à-dire qu'au fond, l'homme ne répond pas aux attentes stéréotypées d'une masculinité demandée par sa partenaire. Donc on est vraiment, encore une fois, dans des enfermements de stéréotypes. Mais dans les dynamiques de la dispute, il n'y a aucune raison de penser
que les femmes soient pas capables de violence. C'est-à-dire qu'au fond, il y a un impensé qui était qu'on pensait que les femmes, par nature, elles ne sont pas violentes, mais ce n'est pas du tout vrai. D'autant plus que les dynamiques relationnelles conjugales, encore une fois, aujourd'hui, elles sont compliquées, elles sont très compliquées, et donc il est possible il n'y a aucune raison d'éliminer le fait qu'il puisse y avoir des conduites violentes, alors qu'ils ne sont pas forcément des conduites répétitives, des conduites répétées, des conduites systématiques, mais on peut très bien avoir des hommes qui soient victimes de violences parce que la dispute s'est mal passée. La difficulté pour ces hommes-là, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour eux de porter plainte ou en tout cas de signaler le fait qu'ils ont été battus parce que c'est pas du tout dans les schémas, c'est pas du tout dans les schémas admissibles en réalité sur la définition de la masculinité. Donc il est possible que beaucoup d'hommes qui soient frappés à un moment donné par leur conjointe ne se signalent jamais parce que c'est pas des choses qu'on aime à dire. De la même manière que les femmes de milieux sociaux, culturels élevés se manifestent beaucoup moins que les femmes de milieux sociaux populaires parce qu'il y a des mises en jeu réputationnelles, familiales, etc. qui font qu'il y a une inhibition sociale beaucoup plus élevée dans les milieux favorisés, ce qui explique qu'on les trouve statistiquement moins nombreuses que les classes des milieux populaires dans les prises en charge. Voilà. De la même manière que, comme elles ont moins besoin d'appeler les systèmes de prise en charge publique pour les questions d'hébergement, etc., parce que l'entourage familial ou amical permet de faire ce genre de choses, en fait, elles sont sous-évaluées dans la prise en charge. D'où, il me semble-t-il, la question extrêmement importante de questionnaire systématique, comme ça a été dit tout à l'heure, parce que sinon on va préjuger qu'il y a un déterminisme de classe plus important. En réalité, c'est juste le reflet d'une inhibition plus importante dans les classes plus favorisées que les autres.